Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'une alimentation à découpage, donc c'est une alimentation d'ordinateur. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Donc voici l'alimentation. Donc j'ai enlevé une grosse partie des composants, comme vous pouvez le voir. J'ai gardé simplement la fonction euh, filtrage au niveau de la prise 220 de EDF. Ensuite, j'ai gardé le filtrage avec une self que vous avez ici. J'ai gardé le pont de diode. J'ai gardé les condensateurs de l'alimentation primaire. Donc cette partie-là, on va la voir juste après sur un schéma. Ensuite, j'ai gardé la partie alimentation 5 volts USB. Donc vous savez, sur votre connecteur qui part après à la carte mère, vous avez un fil qui est de couleur violet. Alors ce fil violet, c'est en fait le 5 volts qui part après dans les ports USB. Donc après sur la carte mère, bien sûr, on a des MOSFET qui vont venir alimenter les ports USB. Mais ça, j'en parlerai pas parce que j'ai pas de carte mère ici pour vous faire voir. Donc on va voir cette partie-là, comment c'est conçu. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est la partie schéma. Donc déjà ici, on arrive sur mon fil bleu et mon fil marron, c'est le 220 de la prise électrique, la prise secteur. On passe par un fusible qui est dans la gaine thermique. Donc ce que vous voyez de blanc, vous voyez, il y en a aussi sur le condensateur là, c'est de la colle. Donc il ne faut pas se dire que la panne peut venir à tout prix d'ici, c'est tout simplement de la colle qui a été mise. Donc après le fusible, on a un filtrage avec une double self. Donc dans une seule petite bobine, on en a deux. Ensuite, on a un filtrage avec un condensateur ici, en classe x2, enfin x2. On dit tous par abus de langage un condensateur x2, mais en fait compte c'est x2. Et quand on le remplace, on met bien un x2. Alors pourquoi c'est un x2? C'est tout simplement parce que ce condensateur-là, si jamais il vient à claquer, eh bien il va on va dire s'auto-cicatriser. En fait, il va pas cramer, il va pas prendre feu, il va pas percer comme ces condensateurs-là, par exemple. Quand ils sont HS, sur ma gauche, là, les condensateurs bleus, il y en a 3. Quand ils sont HS, ils ont tendance à percer et avoir un trou noir dedans. Donc celui-ci, il va pas faire ça. Lui, il va être coupé, mais à l'intérieur. Ensuite, vous voyez, certains constructeurs mettent ici, comme là, on a 2 straps à la place d'une self comme ceci, d'une double self. Alors sur les alimentations, pas celle-ci, mais une autre alimentation que vous achetez à pas cher et qui est bas de gamme, donc que vous achetez le moins cher possible, qui est fait bien sûr en Chine, vous avez les cartes avec des fois la partie bobine comme ici qui est présente, mais ils mettent 2 straps comme là dans notre cas, et qui mettent pas de condensateur de filtrage non plus. Donc on a l'emplacement, mais ils ne sont pas insérés. Ou alors on a aussi des cartes un peu dans le même style, mais il n'y a pas du tout la place pour mettre une double self ni un condensateur de filtrage. Là, dans notre cas, on a mis une double self et un condensateur simplement. Ce qu'on retrouve notamment, ceux qui ont connu ça dans les vieilles technologies, les télés à tube cathodique, on avait pareil la double self plus condensateur de filtrage. Alors des fois, on avait 2 condensateurs comme ceci. Ensuite, là, c'est pareil, c'est un petit filtrage, hein, je ne vais pas en parler. Ensuite, on a une self ici, une grosse self de puissance. Ensuite, on a un pont de diode de redressement, les 2 condensateurs de lissage, et ensuite l'alimentation ici avec le petit transformateur, l'alimentation primaire, et tout ce qui est ici à droite, c'est l'alimentation secondaire. Donc maintenant, hop, ça fait un peu de bruit. On essaye d'être droit quand même. Donc maintenant, on a le 220 qui arrive ici, qui est filtré après, et là il y a un fusible avant et tout ça. On a le pont de diode. Donc là, nous sommes dans un redressement double alternance.
vous voyez qu'il y a 4 diodes dans le même boîtier. Alors on peut mettre sur la carte PCB soit 4 diodes pour former un pont de diode, ou alors on peut mettre un seul composant avec 4 diodes qui sont à l'intérieur. Donc là c'est notre cas, on a un pont de diode avec 4 diodes dans un seul boîtier. Alors là ce que je vous ai mis c'est très important. Sur les anciennes alimentations, on en trouve des récentes aussi, on en trouve, hein, qui sont faits pour notamment, alors maintenant plus l'Angleterre parce qu'ils sont passés en 220, mais par exemple les États-Unis, je crois qu'eux ils sont toujours en 110 volts. On a un interrupteur derrière qui nous permet de mettre soit en 220 volts ou soit en 110 volts. Et le problème avec beaucoup d'alimentations à découpage qu'on dégageait comme ça, c'est que la personne s'est trompée, a mis l'interrupteur sur la position 115 volts, donc a fermé l'interrupteur. Et du coup, notre 220, qui est arrivé sur un condensateur qui est prévu en 200 volts max, alors que là, avec le 220 ici alternatif, plus un redressement et un lissage par condensateur, on tourne plutôt aux alimentations autour de 317 volts, voire 320 volts. Ici. Donc vous doutez bien que le condensateur de 200 volts, lui, s'il a une tension de 317 volts à ses bornes, il pète instantanément. Et on pète ici aussi la varistance qui, elle, protège l'alimentation ici, entre les deux points. Et pareil pour le point du milieu et le point du bas. On est à une protection de 150 volts. C'est les varistances qu'on peut trouver dessus. Et on a une résistance ici qui sert à bouffer le courant en fait. Lorsque vous allez éteindre votre alimentation, l'alimentation ne va plus consommer. Par contre, la résistance, elle, va bouffer le courant qu'il y a aux bornes du condensateur C1, dans notre cas. L'autre résistance, la R2, va consommer le courant qu'il y a sur C2. Et bien sûr, comme ça, si au bout de, je sais pas, par exemple, au bout de 24 heures, si l'alimentation est débranchée, si vous mesurez aux bornes du condensateur, logiquement avec la résistance, vous allez trouver 0 volts. C'est une protection. Donc là, c'est particulier, mais vous voyez ici le point milieu des deux condensateurs. On a le moins ici forcément et le plus en haut. Et là, on se retrouve avec un plus ici et ici un moins. Alors pourquoi ? Dans les alimentations à découpage moderne, on trouve un seul condensateur en 400 volts ou en 450 volts max à la place de nos deux condensateurs. Donc en fait, à la place des deux condensateurs C1 et C2, je pourrais le câbler comme ceci, avec mon GND primaire qui est ici. Il provient du moins du pont de diode, et le plus du pont de diode qui repart sur le plus du condensateur. Et là, on a entre la masse primaire et le plus ici, on se retrouve avec 317 volts, voire 320 volts. C'est pour ça qu'on met des condensateurs 400 volts sur les alimentations classiques. Alors là, si j'additionne 200 volts du condensateur plus 200 volts du condensateur C2, donc C1 et C2, je me retrouve bien avec 200 volts d'un côté et 200 volts de l'autre, ce qui me fait bien un condensateur en tout de, vous devinez, de 400 volts. Donc, je n'ai pas 400 volts ici. C'est 400 volts maximum que les condensateurs peuvent supporter à eux deux. Et là, dans notre cas, on sera aux alentours de 317, voire 320 volts entre masse primaire en bas, tout en bas, et le plus VCC ici. Voici le schéma tout entier. Donc, comme ça peut faire peur. Donc, déjà, on va commencer par le commencement. Il faut savoir reconnaître le symbole des composants déjà. Donc ici, vous voyez, vous avez une résistance. Ici, c'est pareil, c'est le symbole d'une résistance. Donc après, j'ai mis les valeurs, c'est encore plus simple. Ensuite, vous avez ici, bon, là, ce composant-là, vous ne le connaissez pas, c'est une diode Zener programmable, c'est le TL431. Donc celui-là, vous ne connaissez pas. Ce composant-là, le C632, là, donc déjà, vous devinez que ça peut vouloir dire condensateur. Donc c'est effectivement un condensateur polarisé. Vous avez le moins qui est en bas, donc
la partie qui englobe, c'est le moins, et la partie supérieure, le petit trait, c'est le plus. Donc il y a différents symboles de condensateurs polarisés. Vous avez des symboles en version européen et vous avez le symbole version américain. Enfin, américain, anglais, quoi. Donc ensuite, ce composant-là, vous ne le connaissez pas non plus, c'est un optocoupleur. Donc en fait, compte, qu'est-ce que c'est? On a une photodiode qui va émettre une petite lumière qui va venir dans un phototransistor. Donc, suivant ce que je vais y appliquer comme lumière, je vais venir conduire plus ou moins entre le collecteur et l'émetteur. On reconnaît l'émetteur ici avec la petite flèche qui sort. Donc la petite flèche qui sort pour un transistor, c'est NPN. Et petite flèche qui rentre pour un transistor, c'est PNP. Donc là, on est sur un optocoupleur avec une sortie NPN, on va dire. Ensuite, ce symbole-là, vous le connaissez, D32, D122, excusez-moi. Ce composant-là, D, c'est diode, D121, pareil. Donc ça, c'est le symbole de la diode. Alors, ça peut être diode de commutation ou diode de redressement. Ici, vous avez un autre symbole, vous voyez, à côté de l'autre diode. Vous avez la diode ici. Là, vous avez la diode Zener, donc un petit trait vers le bas et un petit trait qui remonte vers le haut. C'est la diode Zener, ça. Ensuite, ce condensateur-là, vous le connaissez aussi. C'est un condensateur non polarisé. Donc, je peux le mettre d'un sens ou de l'autre. Il n'y a aucune polarisation. Tout le contraire du condensateur chimique que vous avez ici, qui lui est polarisé. Alors, il faut faire très attention, mais dans notre cas, on n'en a pas, mais il existe aussi des condensateurs électrochimiques qui ne sont non polarisés. Donc, on peut les mettre de deux côtés. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, il y a une polarisation. Un plus et un moins, quoi, on va dire. Ici, là, vous avez L600. C'est une self ou alors inductance. On peut l'appeler différemment. Donc ensuite, maintenant, on va s'attaquer vraiment au schéma. Vous avez ici un circuit intégré, c'est le FSDH321. Donc c'est un circuit d'alimentation à découpage avec MOSFET intégré. Donc ça, c'est le GND primaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va dire qu'ici, on a la source. Et en pin 8 et 7, bon, 6 est relié, donc on va dire pin 8, 7 et 6, on a le drain du MOSFET. Ici, pour plus V, on est sur la tension qu'on a vue tout à l'heure de plus 317 volts. Pour vraiment que ça soit plus simple pour tout le monde, je vais arrondir à plus 320 volts, ici, pour le plus V. Donc ici, on a le transformateur primaire. Donc là, la partie primaire. Sur le même côté que la partie primaire, on a un petit secondaire ici, enfin deux petits secondaires, et on a un secondaire ici. Et par contre, si on regarde sous la carte, donc là, j'ai pris la carte d'alimentation. Donc, on a ici le primaire du transformateur. Ici, on a deux petits secondaires avec les trois soudures. Voilà, je cherchais mes mots, excusez-moi. Le point milieu, il est au milieu, bien sûr. Et on a un petit secondaire entre ce point-là et ce point-là. Donc maintenant, je reprends ma carte. Donc, on a le plus 320 volts qui arrive sur le haut du primaire, de notre bobinage primaire du transformateur. L'autre point du transformateur retourne en pin 8, 7 et 6 du circuit intégré. Lorsque le MOSFET va être actionné, je vais ressortir par la source, donc en pin 1 du circuit intégré. Donc ensuite, on voit que ici, vous avez une pin 5, vous avez une résistance, la R509, de 510 kΩ. Donc, si jamais elle grille, pas de panique pour la remplacer.
vous pouvez très bien la remplacer par une 560 kΩ. Il y a juste 40 kΩ de différence, mais vu la tension qu'on a ici, on a suffisamment pour alimenter notre circuit intégré. On voit que pin 4, c'est tout simplement une résistance de 910 ohms qui repart au GND primaire. Donc celle-là, inutile logiquement de la vérifier et claque jamais. Pour mon cas, j'ai jamais eu de souci avec cette résistance sur ce genre d'alimentation. Ici, vous voyez pin 3. Ici, on a une piste qui repart sur l'optocoupleur. Donc je vais remonter un peu que vous voyez bien l'optocoupleur. Donc on a le collecteur de l'optocoupleur qui est lui au GND et l'émetteur qui repart en pin 3. Donc on va voir après, c'est la régulation entre ce que j'ai ici sur le primaire et ce que j'ai en sortie de l'alimentation ici sur mon 5 volts USB. Donc une fois que mon circuit est commandé, je vais venir envoyer une première impulsion. Donc je vais envoyer un courant ici dans mon bobinage primaire. Donc à son tour, je vais avoir un petit courant ici dans mon bobinage. Donc je vais passer par la résistance ici en CMS de 10 ohms 12,06, c'est le boîtier, suivi d'une diode D503, donc ça c'est une diode de redressement, suivi d'un petit condensateur ici qui va venir bien filtrer ma tension d'alimentation, et je vais venir auto-alimenter mon circuit intégré en pin 2. Donc en fait compte au démarrage, ma tension passe par ici, et je viens commander mon circuit intégré, et j'envoie une première impulsion. À son tour, je vais avoir une impulsion dans le secondaire et je viens auto-alimenter mon circuit intégré. Donc après, je peux venir commander à nouveau mon MOSFET et venir renvoyer encore une impulsion dans le bobinage pour à son tour venir ici. Donc vous voyez, ici, on a deux bobinages sur le secondaire. Alors, dans certains montages, c'est ce qu'on a. On n'a pas le point milieu ici, donc on n'a pas toute cette partie-là, on a uniquement ce bobinage-là dans certains transfos. Un seul bobinage au lieu de deux. Donc on a un qui est relié à la masse primaire et l'autre point qui est relié directement à une résistance, puis une diode, puis le circuit intégré. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en général. Ici, ça change un petit peu, on a deux bobinages sur le secondaire. Pour ceux qui seraient embêtés avec les deux bobinages que j'ai mis ici de secondaire, vous pouvez les remplacer par ceci. Vous pouvez les remplacer très bien par un secondaire, si c'est plus facile pour vous. Si c'est beaucoup plus facile pour vous, vous pouvez remplacer tout ce bobinage avec le GND primaire ici, et puis directement, on part dans la résistance de 10 ohms. Ensuite, on a un autre secondaire, et c'est celui qui nous intéresse, pour avoir un 5 volts USB après. Donc, on a le petit secondaire ici, avec, là, ce n'est plus le GND primaire, c'est le GND secondaire, là, maintenant. Vous voyez, ce n'est pas le même symbole. Ici, j'ai 3 traits sur le côté. Ici, pareil. Et là, par contre, j'ai juste un trait droit pour le GND. Ce n'est pas le même. Il ne faut pas les relier ensemble. Surtout pas, d'ailleurs. Donc, on a une diode de redressement ici, la SB360. C'est la D601 sur le repère de la carte électronique. Donc là, je vous mets une autre feuille. Alors, avec le redressement par ma diode d'endressement, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, j'ai mon 0 volt qui est ici, le 0 volt. Ici, je vais être en négatif. Ici, je vais être en positif. Donc, je vais avoir une sorte de petite ondulation, vous voyez, des petites vagues. Donc, je vais être une tension redressée, mais pas vraiment plat comme j'ai ici. Donc ça, c'est à la sortie de la diode d'endressement. Donc ensuite, j'ajoute un condensateur ici, le C600,
un condensateur de lissage. Alors lui, il va venir lisser ma tension. Ça fait un peu de bruit la feuille, je suis désolé. Je vais venir lisser ma tension pour avoir une belle droite bien continue. Donc je ne vais plus me retrouver avec cette vague, je vais me retrouver avec cette droite-là. Alors avec le C600 que l'on vient de voir, que je dois obtenir cette tension ici bien droit, si jamais il est HS, eh bien je vais obtenir ceci. Et du coup ma tension va plus être bien lissée et je vais plus avoir ma belle droite que j'avais avant. Ma belle droite. Bon, il faut pas. Je parle d'électronique, hein, je parle pas d'autre chose. Je précise quand même, parce que certains d'entre vous sont un peu dissipés des fois. Et du coup, il faut mieux prévenir. Donc ensuite, j'ai un petit filtrage avec ma self ici, mon inductance, la L600. J'ai encore un lissage ici avec un autre condensateur, le C601. Donc là, je viens de rajouter la valeur de C600 parce que je ne l'avais pas mis. C'est un 1000 microfarad 10 volts. Et ici, je sors sur mon fil violet un plus 5 volts. Donc là, c'est une diode de redressement qui peut tenir jusqu'à 3 ampères en 60 volts. D'où sa référence SB360. Il existe aussi du SB 380 par exemple, avec un 3 ampères et 80 volts ici. On a aussi des diodes qui sont marquées, alors des fois c'est marqué SB, des fois c'est écrit SR. Et après, par exemple, 540, ce qui veut dire 5 pour 5 ampères et 40 pour la tension, donc 40 volts. Là, dans notre cas, c'est 3 ampères, 60 volts. Ce qui ne veut pas dire qu'ici, je vais pouvoir tirer les 3 ampères. Donc ici, je vais plutôt être aux alentours de, on va dire, 2 ampères max et on va dire 1 ampère 75 vraiment ici sur le plus 5 volts USB. Donc ensuite, on a une partie qui est très importante. Je remonte pour que vous voyez bien. Ouais, voilà, on ne voyait plus rien. Donc on a une partie qui est très importante. C'est cette partie-là, la partie régulation. Donc mon 5 volts USB que j'ai ici, elle repart ici à travers une résistance. Donc c'est du CMS et je n'ai aucune valeur. C'est pour ça que je n'ai pas la référence, je veux dire. Comme là, ici, j'ai la référence C632. Donc je sais le repérer sur la carte. Ici, c'est du CMS et je n'ai aucune référence. J'ai juste la valeur du composant, donc je l'ai noté ici. Donc on passe par une résistance de 1,5 kΩ en boîtier 1206. Et on va venir appliquer cette tension ici sur VRF. VRF de notre composant, le TL431. Donc celui-là, c'est un composant classique que vous allez voir dans presque toutes les alimentations à découpage. En général, il est en boîtier TO92, comme les petits transistors que vous devez peut-être voir des fois, style BC337-25 par exemple, ou -40, ou alors du BC556, tous ces petits transistors. Le DSC1815 par exemple aussi, c'est un boîtier TO92. Et sinon, il existe aussi un petit boîtier SO8, donc c'est un petit boîtier CMS en 4 broches d'un côté et 4 broches de l'autre. J'ai un petit peu l'eau. Ensuite, on a, vous voyez ici, la cathode de la petite diode Zener programmable, TL431, qui repart dans mon optocoupleur. Donc ça, c'est, on peut dire, comme une petite diode électroluminescente, comme une LED. Ici, je vais avoir une tension qui va être fixée par VRF. Donc, suivant ce que j'ai ici, je vais venir avoir une tension différente ici. On a l'anode qui repart au GND secondaire. C'est pour voir si vous suivez, je dis bien secondaire. Ici, on a le plus 5 volts USB qui arrive et qui passe par une résistance de 51 ohms CMS et qui va directement dans l'anode de la petite LED électroluminescente que j'ai à l'intérieur de l'optocoupleur. Donc, c'est la pin 1. Donc celui-ci aussi est très classique, le PC817 en optocoupleur. Donc en fait, pour faire simple, pour ceux qui ne comprennent pas du tout le mode de fonctionnement, en fait, suivant ce que je vais avoir ici, je vais venir donner une information par cet optocoupleur que je renvoie sur la pin 3 de mon circuit intégré que j'ai ici, le FSDH 321.
Donc en fait, je vais venir dire au circuit intégré où j'en suis ici. Alors ça se passe en microsecondes, hein, donc on n'a pas le temps de le voir. Par exemple, ici, je vais envoyer une impulsion dans la bobine de mon primaire et je vais obtenir une tension ici en sortie. Alors si jamais je suis trop haut, si je dépasse, que j'arrive à, par exemple, 5 volts 35, on va dire par exemple, c'est au pif, et ben la régulation qui est ici va venir dire au circuit intégré, tu envoies trop de patates en sortie. Donc je vais remettre une impulsion ici dans le bobinage primaire moins longue. Du coup, je vais avoir une tension ici un peu en dessous. Alors si je suis à 5 volts, la régulation va dire OK, c'est bon. Donc mon circuit va renvoyer la même chose. Si par contre j'ai une tension ici qui descend à 4 volts 55 par exemple, la régulation que j'ai ici, cette fonction-là, va venir dire au circuit intégré via la pin 3, attention, tu es trop bas. Donc là, je renvoie une impulsion un peu plus longue afin de avoir une tension plus élevée en sortie. Et c'est grâce à cette régulation que j'arrive à obtenir vraiment un plus 5 volts parfait ici pour alimenter mes appareils après, donc mes ports USB. Donc ça, c'est une petite alimentation qui est vraiment très classique. Il faut vraiment bien comprendre le fonctionnement de cette alimentation avant de pouvoir commencer à travailler dessus. Parce que c'est quand même très dangereux. Là, on parle quand même d'un primaire. Donc, un primaire, c'est branché quand même sur le secteur EDF. Donc, c'est vraiment très, très dangereux quand même. Si on fait une fausse manip, par exemple, sur un circuit intégré, qu'on touche deux pattes, par exemple, que je touche la pin 3 et la pin 1 que je mets au GND avec ma pointe de touche, je vais faire un court-circuit. Je peux aussi claquer mon circuit intégré. De même, si le PC 817, l'optocoupleur, devient HS, pareil, je peux claquer mon circuit intégré. Donc, sur ce genre d'alimentation, les pannes que l'on rencontre le plus souvent, ce sont soit un, soit deux condensateurs ici de lissage qui sont HS ou bombés sur le dessus. Donc, il suffit de les changer et là, c'est bon. Je peux avoir ici ma diode de redressement qui se met en court-circuit. Du coup, là, ça ne va plus aller. Ma régulation va envoyer une information au circuit intégré. Et normalement, ça sert de protection aussi. Si jamais j'ai un court-circuit ici, que je suis prévu pour une alimentation qui peut fournir jusqu'à 2 ampères, si jamais j'ai un court-circuit ici sur mon 5 volts, logiquement, cette régulation et le circuit intégré va couper l'alimentation jusqu'à ce que mon court-circuit disparaisse. Logiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il peut arriver que malgré la régulation, on arrive à cramer le circuit intégré. Ensuite, ce qui peut lâcher, par exemple, en cas de surtension, c'est bien sûr le circuit intégré. Alors, s'il lâche, pensez à vérifier la R509, la résistance de 510 kΩ. Elle peut être claquée aussi. Ça, c'est une des pannes qu'on rencontre régulièrement. Je peux avoir, bien sûr, comme on l'a dit, le TL431 et le PC817 en cas de surtension. C'est une règle que je me suis fixée en tant que technicien de maintenance. C'est lorsque j'ai mon primaire qui est pété, alors soit le MOSFET ou soit le circuit intégré, d'office, même, je ne cherche pas à savoir s'ils sont bons ou pas, parce que pour le prix, ça coûte 10 centimes d'euros chaque composant, ou même les deux ensemble. Du coup, je change d'office le TL431 et l'optocoupleur. J'ai l'optocoupleur parce que c'est pas tout le temps un PC817 qu'on aura. Puisque ça fait partie de la régulation, et s'ils sont pas bons, je peux répéter mon alimentation. Donc d'office, je les change lorsque j'ai un problème ici dans la partie primaire. Et une autre panne que vous pouvez avoir, enfin même deux autres pannes, ça arrive des fois que la petite diode ici de redressement, dans notre cas c'est la D503, se trouve en court-circuit. Ça peut arriver, c'est assez rare quand même.
J'en ai pas vu souvent sur cette alimentation-là. Et vous avez aussi, alors vous pouvez avoir votre tension qui est correcte ici. Vous pouvez avoir tout de correct ici sur l'alimentation secondaire 5 volts. Vous pouvez avoir toute la régulation qui est bonne, mais votre alimentation ne démarre pas. Et parfois, on peut entendre un petit bruit qui provient de l'alimentation, qui fait un clic, clic, clic. Et en fait, le circuit tente de démarrer, mais il n'arrive pas à s'auto-alimenter ensuite via ce petit bobinage. C'est tout simplement à cause de ce condensateur-là, le C522. Alors lui, il est très important. Il sert à bien lisser la tension, que je vais avoir ici en sortie de mon bobinage ici secondaire, qui vient fixer l'alimentation après pour auto-réguler le circuit intégré. Donc ça, c'est les pannes qu'on peut rencontrer. Sur ce genre d'alimentation, je n'ai jamais eu le C122, celui-là je ne l'ai jamais eu de HS, et je n'ai jamais eu non plus, alors peut-être que c'est parce que je ne suis pas tombé sur les bonnes alimentations, mais non, je parle en connaissance de cause, j'ai jamais eu ces deux condensateurs-là qui étaient HS. Hein. Ni ces diodes d'endressement d'ailleurs, ni D120, ni D122, ni D121. Je les ai pas eu HS. Pour ceux qui veulent savoir la valeur de C522, c'est un 10 microfarad 50 volts. Et si vous faites une mesure entre la partie primaire, donc le GND primaire je veux dire, et que vous mesurez sur le plus ici du condensateur, vous allez avoir une tension à peu près égale à 20 volts DC, donc continu. C'est une tension que j'ai mesurée tout à l'heure avant de faire la vidéo sur la pin 2. Une fois que le circuit est intégré et démarré, bien sûr. Donc, une fois que vous savez comment fonctionne l'alimentation, vous êtes un peu à même de réparer différentes alimentations qui sont à découpage, même si le système est différent. Si vous avez qu'un seul bobinage ici pour le petit secondaire, au lieu de 2 dans notre cas, vous allez savoir si le circuit intégré est différent. Suffit de se référer au datasheet et de voir le brochage des différentes pins pour savoir comment ils fonctionnent. Vous allez savoir après comment fonctionne la partie redressement ici en secondaire. Donc n'hésitez pas à regarder une fois, 2 fois, 3 fois la vidéo si vous ne comprenez pas ce que j'ai expliqué, pour vraiment bien savoir à la fin comment que ça fonctionne. Alors je pense ne pas avoir dit de bêtises. Comme j'essaye de faire un peu vite, de parler un peu plus vite, des fois c'est possible que ma langue fourche et que je dise une petite erreur. Logiquement non. Je vérifie lorsque je fais le montage de la vidéo, normalement je ne dis aucune erreur. Logiquement. Mais bon, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Alors voici un multimètre archi classique qu'on peut trouver dans le marché. Donc c'est un multimètre pas très cher. Alors pour mesurer une tension, déjà il faut savoir quelle tension je veux mesurer. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez vous faire un petit schéma une fois que vous connaissez les composants pour savoir si je suis partie primaire, partie secondaire. Si là j'ai une tension continue, donc pour une tension continue ici en plus 5 volts, déjà je vais mettre mon moins, donc le fil noir du multimètre, le COM, c'est le fil noir, je vais me mettre sur le moins du condensateur. Alors ceux qui ne sont pas à l'aise avec un multimètre, vous pouvez très bien souder 2 petits fils et relier après les fils au multimètre. Comme ça, vous pouvez par exemple utiliser une prise multiple, brancher l'alimentation, vous mettez votre multimètre comme il faut, et ensuite vous allumez, vous mesurez, et après vous éteignez. Ça peut être une solution pour ceux qui ne sont pas très rassurés de prendre une tension. Alors ça peut être le cas si jamais vous vous aventurez dans la partie primaire de l'alimentation. Là, pour la partie primaire, je conseille quand même de vraiment bien comprendre ce que j'ai dit ici dans cette vidéo
avant d'y toucher parce que vous pouvez vous prendre une certaine bourde. Et je voudrais pas. Ça, c'est un truc que j'aurais en tête toute ma vie si j'apprenais qu'un jour un de mes abonnés a voulu faire pareil que moi et est décédé, par exemple. Sur la partie primaire, ça peut arriver. Si on se trompe. Je dis bien si on se trompe. Donc, il y a un réel danger quand même avant de faire des toniques. Donc, pour revenir ici à ce que je conseille de mesurer au niveau de la tension, ça, vous pouvez le faire si vous connaissez pas trop et si vous êtes débutant. Contentez-vous de la partie ici secondaire plutôt que la partie primaire. Suivant la panne que vous avez, bien sûr. Si ma partie primaire est éclatée, bon, souvent c'est pas réparable, il y a peut-être un trou dans le PCB, mais bon, si jamais mon alimentation bat, par exemple, ici j'entends un petit tac, 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 je peux penser directement au condensateur ici, le lissage a changé, ou alors j'ai un problème ici dans mon secondaire, donc là ça, je peux vous conseiller d'y toucher en 5 volts, il n'y a pas de souci. Donc pour revenir ici à faire ma mesure en tension, je vais venir mettre la touche comme fil noir. Alors peu importe le GND, je peux le mettre sur le moins de C600 ou alors sur le moins de C601. Même si je mesure le plus de C600 par exemple, je peux mettre le moins de 601 parce qu'ils sont reliés. C'est le même GND. Par contre, je ne vais pas mettre ma pointe noire sur le GND de la partie primaire de l'alimentation. Il faut bien différencier. C'est pour ça que je vous ai dit, faites un petit schéma si vous n'êtes pas sûr pour savoir où vous voulez faire la mesure. Ensuite, vous mettez l'alimentation en haute. Mais avant ça, alors là j'ai été un peu trop vite. Une fois que vous savez où vous allez prendre votre mesure, votre multimètre, pour une tension ici de 5 volts, je vais me mettre en mode continu. Donc vous voyez, là j'ai un grand trait suivi de 3 petits points. Donc ça c'est continu. Et ici j'ai la petite vague, donc ça c'est alternatif. Donc la petite vague, ça je peux mesurer par exemple sur le calibre 250 volts, parce que c'est le plus grand calibre que j'ai sur mon multimètre pour l'alternatif. C'est pas beaucoup, certes. Je vais mesurer la prise électrique, par exemple, la tension que j'ai dessus. Là, le 5 volts, je prends mon calibre 20 volts. Puisque 2 volts, ce calibre-là, il est trop petit pour 5 volts, vu que 5 volts, c'est au-dessus de 2. Donc, après mon calibre qui est au-dessus de 5 volts, c'est le 20. Donc, je choisis le calibre 20 volts. Ensuite, pour ceux qui ont un peu plus de poil aux pattes, on va dire, ceux qui sont un peu plus à l'aise avec les alimentations, qui veulent mesurer la tension ici, plus V. Alors, soit je me prends sur les condensateurs qu'on a vu tout à l'heure, soit je me prends ici sur le bobinage ou sur la résistance, comme vous voulez. Ça sera la même tension que je sois ici, sur l'anode de ZD501, ou que je sois ici, sur le haut de la R509. J'aurai la même tension. Donc là, ça va être en continu. Et alors là, il ne faut pas se faire avoir. Ce multimètre-là va jusqu'à 250 volts en continu. Donc je ne peux pas l'utiliser. Là, en général, pour mesurer cette tension-là de plus 320 volts, on va dire, le calibre sur la plupart des multimètres, ça va être 1000 volts ou 500 volts. Pour mesurer ici. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous faites des mesures, évitez d'aller mesurer dans cette partie-là, la partie régulation, puisque il y a certains multimètres peuvent agir sur la régulation et vous pouvez péter l'alimentation. Ça m'était arrivé il y a quelques années, il y a 10 ans à peu près au moins. J'étais sur une télé LCD, j'avais un autre multimètre qui était bas de gamme, pas celui-là, un autre. Et quand j'ai voulu mesurer ma tension ici, que j'avais sur le redressement, le circuit intégré m'a éclaté à la tête.
Donc ça a fait un flash et j'ai reçu un morceau dans le front et un morceau du circuit intégré. Et c'est parce que c'est mon petit multimètre qui a induit ici une petite erreur avec un multimètre qui était vraiment très bas de gamme. Donc c'est pour ça, évitez d'aller mesurer ici dans la régulation et évitez d'aller mesurer la tension ici sur le plus du condensateur C522. Il y a des risques. Alors après, pareil, un autre risque, si votre multimètre, même si vous avez un calibre 1 kV, 1000 volts continu, évitez d'aller mesurer ici sur le drain du MOSFET. Donc là, ça correspond à pin 6, 7 et 8 de notre circuit intégré. Mais évitez de mesurer ici parce que vous pouvez détruire votre multimètre et péter l'alimentation en même temps, mais aussi détruire votre multimètre. Donc évitez cette mesure-là aussi. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Donc j'ai fait les mesures de tension hors caméra, puisqu'on est habitué, on a déjà fait des mesures. Ensuite, si je veux mesurer une tension, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que l'alimentation soit sous tension pour pouvoir mesurer la tension que je vais avoir. Ça, c'est impératif. Si vous ne branchez pas l'appareil, vous n'allez pas pouvoir mesurer la tension que vous allez ici, par exemple. Après, pour mesurer une résistance, comme une résistance ici, la 10 ohms 1206 en CMS, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà, d'office, c'est sûr, il faut débrancher l'alimentation. Il ne faut pas qu'elle soit branchée sur le secteur. Surtout pas. Et attendez au moins, on va dire, au moins 1h30, 2 heures, vraiment au minimum, que l'alimentation soit déchargée au niveau des deux gros condensateurs grâce aux résistances pour faire la mesure, afin d'éviter qu'il reste une tension ici, une tension aux bornes là, et pour éviter pareil, s'il reste du 320 volts, vous pouvez détruire le multimètre suivant où vous mesurez. Si vous voulez mesurer par exemple la R509 de 510 kΩ, s'il reste une tension ici, vous pouvez cramer le multimètre et vous pouvez aussi vous prendre une décharge électrique. Donc, vaut mieux attendre, prendre des précautions et de faire les mesures après. Après, si le fusible de la partie primaire, donc le fusible au niveau du 220 est claqué, c'est qu'il y a eu un court-circuit ou qu'on a tiré trop de courant, enfin il y a un court-circuit quelque part, et du coup, là, je peux on va dire, entre guillemets, autoriser, parce que c'est pas moi qui vous autorise, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Mais là, vous pouvez mesurer la résistance sans trop attendre. Si le fusible, par contre, est bon, attendez un petit peu avant de mesurer. Donc, ça se fait appareil débranché, alimentation débranchée. Je reprends là ma petite 10 ohms 1206. Je vais me mettre sur le calibre. Alors, je vous fais voir ohm. Le plus petit calibre que j'ai en ohm, c'est 200 ohms. Alors, je branche comme ceci. Vous voyez, tension, volt, ohm, milliampères. Alors, je ne vais pas parler de courant dans cette vidéo. Je vais parler que de la mesure de tension, mesure de diode et mesure de résistance. Donc là, pour la 10 ohms, je vais prendre le calibre 200 ohms. Et je vais prendre avec mon multimètre entre la patte ici et la patte du haut. C'est valable pour cette résistance ici de 51 ohms. C'est pareil. Si ma résistance, comme là, elle fait 510 kΩ, je vais prendre le calibre le plus haut de mon multimètre qui est au-dessus de 510 kΩ. Donc, c'est 2 mégaohms. Et là, je vais enfin pouvoir mesurer ma résistance. Ensuite, pour mesurer une diode, par exemple, la D502 qui est ici. Donc, on repère anode et cathode. Cathode au-dessus, c'est le trait. Anode, c'est en dessous. Vous voyez le petit triangle là. Le grand côté plat, au-dessus, c'est la cathode et en dessous, c'est l'anode. Donc, sur une diode, pour la mesurer, à la cathode, je vais utiliser la pointe de touche noire. Celle-là. Pour l'anode de ma diode, je vais utiliser la pointe de touche, la rouge.
Donc sur ce multimètre, pour mesurer une diode, je suis obligé de choisir soit ce calibre-là, ça fait bip bip, c'est le mode diode sur ce multimètre. Sur d'autres multimètres, vous allez avoir ce symbole-là, le symbole d'une diode. Voilà, ça c'est pour les mesures et ça se fait hors tension. On débranche bien l'appareil avant de faire cette mesure également. Alors maintenant, j'ai beaucoup parlé, beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous parler une dernière chose. C'est que j'ai fait l'acquisition, j'ai réussi à en avoir un fer à souder sans fil qu'on recharge sur un port USB 5 volts par exemple. Alors ça, c'est un fer à souder sans fil de chez Action. Donc je l'ai acheté, il chauffe en 26 secondes à peu près. Donc il chauffe, je l'ai utilisé. Pour moi, pour l'électronique, je ne conseille pas du tout ce genre de fer. Ça chauffe pas assez du tout. Vous allez plutôt vous embêter qu'autre chose. Vaut mieux avoir un bon fer qui chauffe. Après, ce fer à souder là, il peut être pratique pour, par exemple, étamer et mettre un peu d'étain sur un petit fil de cuivre. Petit fil de cuivre, par exemple. Ça peut servir. Comme dans une voiture, par exemple. Si vous avez une soudure à faire, ça peut... Pas sur un gros fil. Hein. Sur un gros fil, ça va pas chauffer assez. Sur un petit fil, vous pouvez éventuellement vous en servir. Mais bon, je suis assez déçu. Je m'attendais à un fer qui était pas mal. Et au final, bon, c'est pas si bien que ça. Donc ça, c'était une petite chose. Un petit achat que j'ai réussi à me procurer. Je préfère en parler dans cette vidéo pour que vous sachiez. Donc voilà, on a fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Hein, un clic et c'est fait. Pour les nouveaux abonnés qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous de la vidéo, vous avez abonnement, vous appuyez dessus. Vous avez la petite cloche qui est juste à côté. Donc ça, c'est très important. Si vous l'activez, si vous appuyez dessus, vous recevrez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera sortie et sera mise en ligne. Donc ça peut valoir le coup pour ne pas louper les vidéos que je mettrai assez régulièrement. Ensuite, vous pouvez également laisser un petit commentaire. Ça prend pas beaucoup de temps en général d'écrire et ça fait vraiment très plaisir de recevoir des commentaires. Si je me suis trompé également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire afin que j'apporte une correction. Dans les commentaires, vous pouvez également en laisser un si vous n'avez pas compris une chose sur la vidéo. En dessous de la vidéo, vous avez un petit cadre où je peux écrire et je peux par exemple indiquer s'il y a eu une erreur. Je peux également indiquer des liens pour vous conseiller tel ou tel multimètre. Si vous avez besoin d'un multimètre, il suffit de cliquer dessus et après, bon, vous faites ou pas l'achat, c'est vous qui décidez. Pareil pour des composants, je peux vous donner quelques liens, ça peut arriver dans des vidéos que je vais mettre ce genre de lien maintenant. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai mis beaucoup d'heures pour la faire, comme chaque vidéo, comme vous pouvez savoir. Donc maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Salut, salut.